J'appelle maintenant Marie-France Manzer qui va nous parler des aspects psychologiques et éthiques chez le donneur vivant. Bonjour. Et le receveur. Bonjour, messieurs les présidents, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames les académiciennes, messieurs les académiciens. Je vais rapprocher le micro, excusez-moi. Je n'ai pas trouvé encore mes repères. Je suis très fière de vous parler de l'éthique du donneur vivant. En particulier parce que toute ma première partie de carrière s'est faite à soigner les patients insuffisants rénaux chroniques traités par transplantation. Et donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir à reparler de ce sujet. Et je vais commencer mon propos par peut-être vous resituer l'esprit dans lequel je vais parler d'éthique aujourd'hui, qui n'est pas l'esprit bioéthique, même s'il est utile pour nous aider à réfléchir, ce cadre-là. Je vais m'inscrire dans la lignée du laboratoire dont je viens, qui est celui de Christian Hervé, et qui lui-même s'est inspiré de la pensée de Paul Ricoeur. L'éthique est savoir comme un questionnement sur nos actes en tant que médecin ou chirurgien, un questionnement sur ce qu'il convient de faire lorsqu'il n'existe pas de solution évidente, un questionnement qui doit avoir lieu à toute l'échelle, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, qui s'applique dans des situations complexes, dans des contextes d'incertitude, lorsque plusieurs choix sont possibles, et un questionnement qui vise à comprendre quelle décision prendre dans une situation donnée et sur quel fondement. Et les fondements peuvent être soit déontologiques, il s'agit alors d'appliquer la règle, soit téléologiques, dans le but de répondre à une finalité. Et là se pose la deuxième dimension de l'éthique, qui est la visée. La visée du questionnement éthique étant d'avoir une réflexion destinée à aboutir à une action responsable, ce qui évidemment introduit la notion de responsabilité, non seulement du sujet, mais celle des institutions, nous mettant dans la nécessité de répondre de nos actes et donc dans la nécessité d'expliciter les choix et les mécanismes de nos choix en référence à des valeurs. Donc on n'est pas complètement dans les chiffres, on n'est plus dans le dur, on est aussi dans la subjectivité, dans une dimension qu'on pourrait qualifier d'axiologique. Notre objectif, c'est de faire le meilleur ou le moins mauvais choix dans une situation particulière, en référence donc à ses valeurs, à ses principes, à des règles, ce qui pose la question de ce qui est bien, juste ou le moins mal, et on verra, en tout cas je pense qu'en tant que médecin, nous savons tous que ça dépend éminemment de la situation à laquelle on est confronté à l'échelle de l'individu, et ce qui pose alors la question de définir, de comment définir le bien, et on comprend instantanément, compte tenu de la manière dont notre société a évolué, que ce bien ne peut être défini que par le seul médecin ou par l'équipe médicale, mais a besoin de cette rencontre, de cette confrontation avec non seulement les règles qui définissent les normes, c'est-à-dire ce que dans notre pays nous ne pouvons pas transgresser, mais aussi les valeurs de l'individu qui est en face de nous et qui va de temps en temps nous pousser à aller au-delà de ce qu'on penserait être le mieux par rapport à notre référentiel à nous. Donc la question posée est peut-être, enfin en tout cas c'est comme ça que j'avais compris, faut-il développer la transplantation rénale issue de donneurs vivants? En réalité, cette question n'est plus une question, on l'a vu, c'est un état de fait, c'est une question qui a été résolue à l'échelle de la société, à l'échelle de la société médicale. Nous avons, et ils viennent de nous être exposés, tous les fondements médicaux qui justifient le fait que cette question est partiellement résolue, et les fondements sociétaux sur lesquels je vais m'arrêter un petit peu, car dans cette façon qu'on a de réfléchir les questions d'éthique, bien sûr, nous ne pouvons le faire qu'en référence à un cadre, et en particulier un cadre légal, un cadre donc institutionnel, et en France, nous sommes le pays qui a le plus travaillé sur ce cadre-là, à travers non seulement des lois, mais des règlements, et aussi un système de régulation, et on a entendu bien sûr parler dès le départ de cette agence de la biomédecine. Le premier enjeu éthique pour la société, ça a été en effet de statuer sur l'accessibilité aux éléments issus du corps humain, puisque pour faire une greffe,
il faut un prélèvement, et que ce prélèvement, il a été décidé qu'il s'inscrirait dans une démarche de solidarité interhumaine, une démarche de don. Et ce mot a été difficile à choisir au départ, mais on est maintenant dans une réalité construite qui est celle de considérer que ce prélèvement est destiné et s'inscrit dans le cadre d'un don. Et pour cela, parce que nos pratiques médicales et chirurgicales avaient évolué, il a fallu modifier nos cadres légaux et introduire, y compris dans le Code civil, la reconnaissance de l'existence du corps à défendre aussi au même titre que chacune des personnes humaines, puisque c'était l'objectif d'entrée de jeu de cette loi. Donc le Code civil a été réaffirmé en 1994 pour préciser que, premièrement, la loi imposait un interdit. L'interdit de porter atteinte à l'intégrité du corps humain pour un autre objectif que celui de le soigner, ou bien de soigner quelqu'un d'autre, ou bien d'avoir une action dans une visée de recherche. Donc ce qui a été choisi, finalement, par nos législateurs et donc par notre société, et ce qui a eu le temps d'être entériné, c'est le choix de continuer de considérer la loi comme nous bornant l'interdit, tout en considérant la possibilité de principe d'exception. Et donc la transplantation, en l'occurrence, nous impose une double transgression au principe d'inviolabilité et d'indisponibilité, cette double transgression étant acceptée et conditionnée par la finalité thérapeutique pour autrui, au nom de la solidarité interhumaine, finalité de recherche, le tout sous réserve du respect du principe d'extra-patrimonialité, c'est-à-dire la gratuité de ces organes, et bien sûr de la volonté du donneur. Et cette évolution de la législation, qui a été portée par les pionniers de la transplantation en France, dont j'ai mis ici ceux que je connais le mieux, et en particulier mon ancien chef de service et celui qui m'a appris la transplantation, Henri Cress, reposait sur un postulat qui était « il vaut mieux toujours préférer le recours à un donneur décédé à une époque où, c'est vrai, les techniques chirurgicales et les traitements étaient moins bien maîtrisés que maintenant. » Dans toutes ces conditions, alors que nous partions à l'époque de cette première transplantation, qui n'était pas en 54 mais en 52, à partir de donneurs vivants, qui était celle de Marius Renard avec le rein de sa mère, dans une des circonstances sociétales qui étaient portées uniquement par la passion des médecins et la passion des individus et de la collectivité qui regardaient cela de loin un peu comme un exploit, exposant les médecins et les chirurgiens à des condamnations en cas de décès de la donneuse, nous sommes arrivés aujourd'hui à une nouvelle réflexion en cours sur les règles qui président à la bioéthique et à l'encadrement des biotechnologies dans le cadre de la médecine, dans un contexte qui est celui de ne pas remettre en question le fait que depuis 2004, la transplantation et le prélèvement qui président au don sont devenus des priorités nationales. Le tout étant bien entendu conditionné par le respect de la dignité, la confiance qu'a la société vis-à-vis de nos institutions et le fait que, concernant par exemple le donneur décédé, l'allocation des organes se fera de manière équitable. Il y a eu bien sûr des dispositions spécifiques au don du vivant qui ont été pensées et qui ont été pensées assez lentement, peut-être sans doute ou sans doute pour prendre en compte l'évolution des mentalités de notre société. Le premier qui avait réfléchi en France en tout cas et qui l'a exprimé, on a laissé des traces écrites, était Jean Burger, qui disait à l'époque, qui a écrit en 1964, « Seul peut être retenu un donneur volontaire, spontané, raisonnable, équilibré et sain, entièrement averti du risque qu'il court et des incertitudes du succès de la greffe, à l'époque 40 à 50%, on a vu qu'aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, et enfin choisi en principe exclusivement
parmi les parents du receveur. Nous avons depuis entériné une des parties de cette règle en France, qui est que le don de son vivant est autorisé, gratuit, dirigé au sein d'un cercle restreint, dans une logique de couple donneur-receveur. On ne peut pas en France, comme ça a été évoqué par mon collègue tout à l'heure, donner à la collectivité un rein comme on donne son sang de manière anonyme et gratuite. Et puis la loi de bioéthique en 1994 avait envisagé ou appliqué ce qu'avait proposé Jean Burger en rajoutant une possibilité pour la fratrie de donner. En cas d'urgence, le donneur a pu devenir, entre la première loi de bioéthique et sa première révision, le conjoint. Depuis cette époque, et ça n'a pas changé, le donneur ne peut pas être mineur, s'agissant d'un organe solide. Il doit être un majeur et plus encore un majeur capable. Et puis, à la faveur de l'évolution de ces lois, le cercle des donneurs autorisés autour de la personne malade à se porter volontaire s'est élargi pour arriver à ce cercle d'aujourd'hui qui est finalement quasiment l'ensemble de la famille proche, avec un lien de parenté qui peut aller jusqu'aux cousins et aux grands-parents, en passant par les conjoints des pères et des mères, les conjoints, y compris lorsque l'union ne s'est pas faite dans le cadre d'un mariage ni d'un pacte, dans l'absence de contrat social, et puis enfin, et ça depuis 2011, les personnes qui peuvent apporter la preuve de l'existence d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans avec la personne à laquelle elle désire donner. Au fur et à mesure que ce cercle s'est élargi, la loi française a pris la précaution, dans son idée, dans son objectif de protéger absolument chacun d'entre nous vis-à-vis d'abus, de mettre en place un système de protection du donneur, en tout cas un système de garantie de la liberté d'accepter pour le donneur à travers ce système qui est parfois vécu par les donneurs comme une espèce de course du combattant, à travers le recueil de 3 consentements. Un consentement devant le médecin, un consentement devant le comité donneur vivant, qui représente un espace de secret absolu qui permet à 5 personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, de discuter avec le donneur et de s'assurer qu'il a bien compris de quoi il s'agissait, et qui rappelle, ou en tout cas qui propose à ce donneur la possibilité de se réfuter sans qu'il soit possible pour qui que ce soit de savoir pourquoi le comité donneur vivant dira non au don. C'est-à-dire que ce qui se passe là-dedans est complètement secret et garantit au donneur un espace au cours duquel il peut se rétracter sans qu'il porte la responsabilité du non devant sa famille. Et puis, on en a parlé, le consentement, en tout cas l'officialisation de l'acte de don devant le président de grande instance ou un magistrat désigné par lui. À côté de cela, un registre est ouvert, le suivi annuel est non seulement recommandé mais théoriquement obligatoire. Après, on ne peut pas obliger des personnes, au prétexte qu'elles aient été donneuses à un moment, de venir absolument chaque année à une date fixe au nom du respect des libertés individuelles. Et puis, on en arrive à la situation qui est la suivante. La société a finalement tout structuré. L'institution s'est totalement organisée pour témoigner de son acceptation du don d'organes à partir, enfin de rein en tout cas, de son vivant à quelqu'un, de sa proximité. Et pourtant, en France comme ailleurs, où les choses sont peut-être moins propices, on note, on l'a vu, une baisse des dons dont on espère qu'elle sera transitoire, un accès aux soins qui reste insuffisant et qui est de façon inélégante qualifié par tous de pénurie, ce contre quoi je pense que nous devrions nous mobiliser, et avec le corollaire qui est l'augmentation du trafic et la tentation qui revient en permanence, notamment aux États-Unis, de commerce régulé, qui heureusement aujourd'hui n'a pas réussi
à se structurer ailleurs qu'en Iran, où ça existe depuis fort longtemps. Ils ne reviendront jamais sur cette question-là. En revanche, le trafic et le marché noir sont des éléments que nous devons aussi prendre en compte dans nos décisions sociétales de promouvoir le don d'organes. Alors comment est-ce qu'on peut promouvoir plus le don de rein entre vivants? À l'échelle collective, vraisemblablement, en continuant de structurer, en donnant peut-être plus de moyens. C'est un petit peu, c'est peu original en ce moment, mais je crois que c'est un élément déterminant. En continuant ou en augmentant les campagnes d'information générale, de sensibilisation, éventuellement en prenant de nouvelles valeurs. On va voir tout à l'heure la possibilité de promouvoir un altruisme désintéressé. En tout cas, le donneur altruiste tel qu'il n'est pas encore aujourd'hui accepté en France, dont j'ai compris qu'il ne le serait pas demain. Il faut peut-être y réfléchir, je ne sais pas. Mais ce qui se passe surtout, c'est qu'il faut aller travailler à l'échelle des individus. Parce que le cadre, il est déjà bien favorable. L'élargissement n'a permis qu'une augmentation faible du nombre de ces dons. Et donc, a priori, c'est à l'échelle des individus que la décision ne se fait plus. Alors, nous pouvons dire entre nous, on va re-questionner, voire inverser le postulat médical princeps, et en rayant mes patrons. Il ne s'agit bien sûr pas de rayer ce qu'ils ont fait. Je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à leur action. Simplement, la société a évolué, les progrès médicaux font qu'on est maintenant en capacité de se poser la question dans des termes différents. Nous avons sans doute à continuer de mobiliser les équipes médico-chirurgicales en donnant, comme je l'ai proposé il y a 2 minutes, les moyens organisationnels et humains nécessaires, incluant sans doute des moyens de psychologie, des vacations de psychologie, en réaffirmant la nature particulière de l'acte de prélèvement qui s'inscrit dans le cadre d'un don et les places respectives des équipes professionnelles et des couples donneurs-receveurs. Il ne s'agit peut-être pas de subordonner le don à la bonne volonté des équipes médico-chirurgicales, mais plutôt aux équipes médico-chirurgicales de se mettre à disposition aussi des couples qui sont dans une dynamique qui est cette dynamique-là pour des motivations qui le plus souvent sont celles de se fournir cette entraide et ce don indispensable à l'amélioration de l'état de santé de celui qui en a besoin. Et puis former, continuer de former, au-delà des seules compétences techniques, pour mieux comprendre les différentes dynamiques de don, les motivations des donneurs et l'impact positif qu'a le don sur leur estime de soi. Il y a maintenant de très nombreuses études de psychologie qui démontrent que après le don, et quand bien même les donneurs, lorsqu'il s'agit de donneurs volontaires libres, ont eu des complications, ils en ressortent dans l'immense majorité des cas, si ce n'est la totalité des cas, qu'avec une augmentation de l'estime d'eux-mêmes et le sentiment que si c'était à refaire, ils le referaient, malgré les éventuelles souffrances qu'ils ont eues du fait des complications. Comprendre aussi et reconnaître le rôle contenant de l'institution vis-à-vis des risques résiduels de dérive et accepter le côté vertueux, notamment de ce comité donneur vivant. Quels sont alors les rôles des équipes médico-chirurgicales? Bien sûr, une prise en charge globale et multidisciplinaire des deux protagonistes, avant, pendant, après. Avant pour informer, s'assurer de l'indication, de l'absence de contre-indication. Pendant pour offrir une prise en charge d'excellence, visant non seulement à l'amélioration de l'état de santé du receveur, mais aussi la minimisation des risques pour le donneur comme pour le receveur, visant à donner des soins appropriés à l'état de santé de chacun des deux membres du couple dans chacune des étapes de la prise en charge, et apporter les soins les plus appropriés à l'état de santé. Ça va bien sûr au-delà du simple suivi chirurgical. On a parlé tout à l'heure de la consommation dentalgique par exemple. Respecter enfin la volonté du donneur et du receveur, respecter leurs droits dans le cadre de la loi. Et puis après le suivi qui s'impose évidemment peut-être, je dirais encore plus, pour le donneur que pour le receveur, avec les efforts qu'il y a encore à faire, on l'a compris, vis-à-vis de
l'atteinte de cet objectif de neutralité du don pour le donneur. Il y a encore en France une difficulté dans certains centres à bien comprendre l'importance de l'évaluation psychologique, voire du suivi. J'ai mis voire du suivi parce que les Américains, à l'inverse, en tout cas les auteurs américains psychologues, prônent quasiment un suivi systématique pour tous. Il me semble qu'entre ce que nous faisons en France et ce qui est proposé par les Américains, il y a un juste milieu et que vraisemblablement, si l'évaluation initiale est indispensable et peut servir aussi à apprécier les modalités de la prise de décision et le degré de liberté de celui qui va donner, différencier une décision qui irait de soi, comme nous le décrivent un certain nombre de donneurs, d'une décision mûrement réfléchie et délibérée, comme c'est la décision que nous aimerions que chaque donneur prenne, en passant par la décision contrainte qui doit nous amener à refuser le prélèvement de façon à ne pas entrer dans ce système. L'évaluation psychologique initiale, elle va permettre aussi de repérer des personnalités psychopathologiques et des pathologies psychiatriques, pas forcément d'ailleurs pour les éliminer du rang des donneurs, mais pour adapter leur prise en charge à l'existence de cette pathologie. Il y a un certain nombre d'articles qui existent sur le sujet, je vous ai mis les plus récents. Et enfin, mieux comprendre la nature de la relation préalable entre donneur et receveur, leurs attentes, et surtout la manière dont ce don va transformer ensuite leur relation. Et il y a des études de psychologie qui sont de plus en plus nombreuses, qui témoignent de l'intérêt pour le psychologue et pour le médecin de ne pas méconnaître le possible renversement ou la possible aggravation des dissensus lorsque le lien entre le donneur et le receveur sont assez tendus avant le don. En gros, ne pas considérer, comme de temps en temps les couples considèrent qu'on va faire un enfant pour ressouder le couple, que le don va souder le donneur et le receveur. Ce qui se passe après doit sans doute, en tout cas c'est la conclusion des psychologues, se préparer avant. Et puis l'évaluation psychologique permettra, avant, peut-être au tout début, de définir ceux d'entre ces donneurs-là qui auront besoin d'un accompagnement un peu plus long que les autres. Donc nous avons à comprendre les différentes motivations des donneurs. Nous avons un magnifique témoignage qui est celui de Christian Baudelot, qui a écrit ce livre avec son épouse Olga, elle-même psychologue, et qui retrace leur histoire avec un Christian Baudelot qui est arrivé au départ en disant « Moi, je donne par égoïsme parce que bien sûr j'aime ma femme, mais surtout je veux que notre vie ne change pas du fait de l'arrivée au stade terminal de son insuffisance rénale, et qui, après réflexion et délibération, avec l'aide des psychologues, a bien compris qu'il y avait évidemment une part d'altruisme dans son don qui venait coiffer ce qu'il présentait comme un égoïsme, jusqu'à des formes d'altruisme qui sont prônées par les Américains, qui permettent les chaînes de dons croisés, dont Christophe Legendre nous a montré une photo tout à l'heure, et qui s'appellerait un altruisme efficace, dont le concept a été décrit par un philosophe américain contemporain qui s'appelle Peter Singer, dans un bouquin qui est d'ailleurs paru très récemment dans sa version française, et qui décrit un mouvement philosophique, une sorte de style de vie, un altruisme rationnel qui considère comme un devoir de faire le maximum de bien en fonction de ses moyens, et qui a amené un certain nombre d'adeptes de ce mouvement à donner un rein de façon totalement désintéressée, partant du principe que chaque vie humaine ayant la même valeur. À l'époque, il lui avait été dit qu'il avait une chance sur 4000 de mourir. Et il s'est dit, ben, dans ce cas-là, si tout le monde savait ça, et dans le cadre de ma philosophie, il n'y a que ceux qui ne savent pas compter qui ne se prêtent pas à ce genre de prélèvement. On est dans une espèce de mouvement un peu militant et marginal aux États-Unis. En tout cas, il a le mérite, ce mouvement-là, de remettre en cause le fait que l'altruisme ne peut se fonder que sur des émotions.
Il y a aujourd'hui des pistes tendancieuses, bien entendu, comme un certain nombre de stratégies qui sont dédiées au sein des programmes de transplantation et qui visent à la promotion du don par la mobilisation des émotions, justement. On montre des photos, on montre des personnes qui souffrent, on propose des stratégies d'empowerment des patients et de leurs proches dans la recherche d'un donneur avec des équipes qui sont profondément impliquées dedans et qui augmentent le poids qui pèse sur la famille et les proches des personnes qui ont besoin d'un don. Puis ça va jusqu'à la promotion via les réseaux sociaux. Je finirai en citant les fausses pistes qui permettraient et qui permettent ailleurs de lutter un peu contre ce manque des organes. Donc le commerce sous toutes ses formes, qui est absolument incompatible avec les valeurs fondatrices qui ont permis à notre société de faire consensus autour de ce prélèvement et de la transplantation. La coercition sous toutes ses formes. Et donc en conclusion, la transplantation d'organes repose actuellement sur des principes d'altruisme, de générosité et de solidarité interhumaine. L'accès à la transplantation rénale, traitement de référence de l'insuffisance rénale chronique, n'est pas garanti par la politique publique actuelle, essentiellement basée sur les dons post-mortem. Ces difficultés d'accès à la transplantation qui persistent en France comme à l'échelle internationale, couplées aux résultats disponibles, plaident pour un plus grand recours aux dons de son vivant. Or, si l'acceptation sociétale est globalement bonne en France, avec des lois favorables et des institutions structurantes et garantes du respect des valeurs fondatrices de la transplantation, les individus concernés peinent à se mobiliser et les moyens dédiés demeurent insuffisants. Une réflexion délicate et multidisciplinaire est à poursuivre, non seulement pour tenter de lever les réticences, mais aussi pour promouvoir la démarche, tout en gardant des espaces propices à la délibération interne et externe, permettant de pondérer les facteurs émotionnels par des éléments de rationalité externe, en vue de préserver au mieux la décision, la liberté des décisions. Et je me suis permis de rajouter cette phrase parce que ça me préoccupe, la place des professionnels de santé et notamment des médecins dans la sollicitation directe des donneurs est à penser dans ce cadre-là. Parce que, effectivement, l'information ne vient pas forcément encore directement aux possibles donneurs, mais il n'est pas si simple que ça, en tant que médecin, d'aller solliciter directement quelqu'un qui pourrait être un donneur sans faire monter d'un certain nombre de niveaux la pression qui pèse sur ses épaules. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-France. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, merci pour cet exposé qui rappelle la nécessité de protection du donneur. J'aimerais savoir, à travers votre expérience, si vous pouvez définir une certaine prédictabilité de ce qu'on peut appeler des échecs psychologiques. J'en vois trois. Le premier, c'est le sentiment d'abandon du donneur. Ce sentiment d'abandon, c'est parce qu'il est toujours en manque par rapport à ce qu'il espérait, parce que peut-être la façon dont on l'avait vu. Le deuxième élément, c'est les conflits que vous avez rappelés entre receveurs, les ruptures quelquefois entre receveurs et donneurs. Et le troisième élément que j'ai découvert en m'occupant à la direction des affaires juridiques et l'assistance publique, c'est l'augmentation du nombre de réclamations de plaintes en cas d'échec de transplantation, avec une mise en cause soit de la technique, soit une mise en cause de la surveillance du malade lorsqu'il avait des complications, comme si les complications étaient inacceptables dans le cadre du donneur vivant. Et donc moi, j'aimerais bien savoir quel est le pourcentage de cas où, en dehors des contre-indications, vous avez suggéré que le donneur ne serait probablement pas le meilleur candidat. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre à votre question pour une raison extrêmement simple, c'est que ça fait 10 ans que je ne m'occupe plus de patients transplantés et que lorsque j'étais en activité dans un service de transplantation,
je ne m'occupais pas du recrutement des donneurs vivants. Christophe Lejean nous a montré, à travers son expérience, qui est assez probablement l'une des plus vastes en France, que malgré la psychologue, malgré le fait d'avoir l'esprit attentif vis-à-vis du risque de dérapage, malgré la consultation psychologique systématique, malgré des discussions inter-collègues, un certain nombre de couples donneurs-receveurs ne bénéficiaient pas de la transplantation. Je ne pense pas que... alors je ne sais pas si Christophe, toi tu as le pourcentage maintenant des donneurs qui, à la suite du don, auraient dérapé. Ça reste assez marginal. Il y a des récriminations qui peuvent revenir. Il y a des choses qui arrivent très tardivement. Moi, il m'est arrivé 20 ans après une transplantation de donneur vivant, d'avoir des témoignages de la part du receveur me disant mais en fait ça a été l'enfer, maintenant il est mort donc ça va mieux parce que voilà. Donc il y a des choses qui sont l'ordre de l'intime qui se passent au sein des couples donneurs-receveurs dans les familles qui ne nous arrivent pas toujours à l'oreille. Et ce qui émerge, c'est vraiment ce qui est grave. Et ce qui est grave, en fait, c'est tellement faible qu'on n'a pas de statistiques. En ce qui concerne le côté un peu revendicateur, je pense que ça, c'est pas lié à la greffe de donneurs vivants, c'est lié à l'habitude qu'ont les gens aujourd'hui, lorsqu'ils ne sont pas contents, de demander des comptes, et demander des comptes d'abord à l'institution, puis au médecin, ou d'abord au médecin, puis à l'institution, en fonction de leur facilité de comprendre la mécanique de gestion des plantes. Ami Guetton. Oui, ma question complète la question de Jacques Belghiti. Malgré tous ces prérequis, quel est le pourcentage, est-ce qu'on connaît, de plaintes, de problèmes médico-légaux, de revendications? Est-ce qu'on a une idée de cela? Puisqu'il y a des registres, on devrait pouvoir connaître le nombre de problèmes médico-légaux afférents. Non, ça ne fait pas partie des données qui sont relevées dans les registres, sauf si M. Bastien... À ma connaissance, il y a 2-3 contentieux, mais très très faibles. La majorité des contentieux qu'on voit sont des prises en charge financières insuffisantes ou contestées, on va dire. Et puis, il y a effectivement des décompensations de couples probablement fragiles et qui, à un moment, quand je dis couple, c'est au sens large, intrafamiliaux, qui, à un moment, rentrent dans un phénomène pathologique qu'il faut accompagner. Monsieur le sénateur, Hurlier. Merci beaucoup. J'ai été content de vous retrouver à l'Académie de médecine, parce que dans nos autres vies, on a eu bien souvent l'occasion de débattre et rarement l'occasion d'être d'accord. Aujourd'hui, je suis plus lancé, parce que j'ai apprécié la clarté de votre présentation et la valeur de vos arguments. Mais mon dernier contact avec le milieu de la néphrologie date de 3 ou 4 ans. Et j'avais failli être sorti de la salle. On s'est retenu, heureusement pour moi. Que ce que j'avais dit, c'est qu'en promouvant comme une sorte de droit à la transplantation rénale, on donnait premièrement l'impression à ceux qui ont deux reins de ne pas savoir compter si on parle des deux, c'est une phrase qui est quand même très provocatrice, et d'autre part, et surtout, en faisant l'impasse sur tous les traitements substitutifs que les insuffisants cardiaques n'ont pas, c'est-à-dire de reins artificiels, avec les différentes modalités, les progrès qui sont faits pour avoir une meilleure tolérance de cette suppléance rénale. Non pas du tout que j'étais un ardent défenseur, mais ce qui m'ennuyait, c'était de venir à penser aux insuffisants rénaux chroniques qui traînaient finalement leur handicap parce qu'ils n'avaient pas la chance d'accéder à une transplantation rénale. Et que pour moi, c'était une sorte d'inconfort qu'on leur imposait. Et mon discours, pourtant très modéré, reconnaissez-le en tout cas aujourd'hui, était apparu comme une sorte de trahison par rapport aux militants de la transplantation rénale, comme étant finalement le seul traitement qui pouvait permettre aux insuffisants rénaux de vivre normalement. Alors que je défends toujours, qu'il y a quand même pour eux, dans leur malheur, une chance
d'avoir quand même des possibilités de faire mieux que vivre, et on sait très bien, parfois de survivre pendant des années. Je vous remercie beaucoup. Je crois que ce n'est pas une question, c'est une remarque. Je me rappelle très très bien de cet épisode-là. Effectivement, aujourd'hui, la discussion elle est plus simple à avoir puisqu'elle porte sur pourquoi il faudrait promouvoir le don entre vivants. Et on a tous les éléments pour expliquer pourquoi on doit le promouvoir, en tout cas ne pas le bloquer, ce qui n'a rien à voir avec le discours. Est-ce qu'il faut laisser penser à chaque patient atteint d'insuffisance rénale chronique qu'il a un droit à la transplantation? Ici, j'ai entendu parler de chance. Je crois qu'on est dans un système qui, puisqu'il repose sur la solidarité et sur l'altruisme, ne peut pas être réduit à un droit. C'est une chance, et notre travail est de favoriser le fait que la chance soit partagée par le plus grand nombre d'entre eux. Merci. Marie-Germaine Bousset. Merci madame et merci à tous. C'est une séance absolument passionnante. On avait discuté de ce sujet au comité d'éthique de l'Académie. On avait vite compris qu'on ne pouvait pas augmenter effectivement pratiquement le don à partir de personnes décédées. Donc il faut augmenter le don de donneurs vivants. Alors, toute la séance cet après-midi, qui était encore une fois passionnante, a montré tous les progrès qu'on a fait, que ce soit au plan chirurgical, au plan médical, au plan psychologique, etc., pour une meilleure réussite des greffes. Mais globalement, est-ce que vous pensez vraiment que ça va suffire à augmenter le nombre de donneurs vivants? Est-ce qu'il faut, vous avez laissé entendre, je ne sais plus lequel d'entre vous, qu'il n'y aurait pas d'élargissement par rapport à la révision de la loi de bioéthique de 2011 avec cette histoire de lien affectif et stable depuis 2 ans. Je trouve que cette histoire de lien affectif et stable depuis 2 ans, ça ne tient pas debout, pourquoi pas 3 ans, 1 an, etc. Donc, in fine, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une position peut-être un petit peu différente de celle du sénateur Lurier, mais à l'heure actuelle, quand on voit tous ces gens qui sont dialysés, ça va augmenter le nombre de gens dialysés avec l'obésité, avec le diabète, etc., etc. Il faut augmenter le nombre de donneurs vivants. Alors, quelles sont vraiment les pistes que les uns et les autres, vous voyez, pour augmenter le nombre de donneurs vivants? Alors, je vais juste parler en premier, puis je passe la parole à mes collègues. De mon point de vue, les pistes, elles sont ailleurs. C'est-à-dire, elles sont vers les organes artificiels, elles sont vers la greffe à partir de modèles animaux, elles sont ailleurs. Parce qu'on ne va pas pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui souffrent et nous savons leur rendre service. Et le meilleur service qu'on peut leur rendre, nous savons que c'est la transplantation. Mais il serait inacceptable de contraindre l'ensemble de la population, en tout cas ça ne serait pas accepté, à supporter votre donneur, ça ne serait plus du tout. Il faudrait repenser le paradigme. Et donc je pense qu'en parallèle de tout ça, il y a des pistes de recherche qui vont finir par porter leurs fruits. En cœur, on a un cœur artificiel qui est en train peut-être d'apporter les prémices d'une réponse nouvelle. Les transplantations de cellules sur des armatures d'organes un peu nettoyées au préalable. Enfin, il y a des pistes, mais probablement la piste ne sera pas vers la généralisation du don et l'impôt, non pas sur la fortune, mais sur la vie. Je dois dire que je partage l'avis de Marie-France, que c'est vraiment très difficile de comprendre quelqu'un et on peut être vraiment contre-productif. On a des pistes qui sont insuffisamment développées, qui sont les donneurs décédés par arrêt circulatoire. Il y en a 2, le M2 et le M3. Le M2, on a montré que ça marchait bien. On a la visite série de 120 malades. On peut comparer de toute façon très honorable aux donneurs décédés morts en symbolique à critères standards, c'est-à-dire des bons donneurs. Et la question, elle est politique. Si nous donnons les moyens de faire correctement, on a montré que oui, on peut faire correctement, mais pas sans moyens. C'est pareil pour le DDAC M3, où il y a une marge de progression, il faut être très prudent, mais il y a une vraie marge de progression. Et puis, on a aussi montré que, et là c'est le chirurgien qui a un peu parlé, qu'il y avait pas mal d'échecs par défaut de formation.
Et là, je profite de la tribune qui m'est donnée pour lancer un cri d'alerte sur ce qui nous arrive actuellement avec le non-financement par les laboratoires tout ce qui va s'adresser comme type de formation aux internes. Et j'ai donc, je plaide, vous le savez peut-être, depuis 15 ans pour une mutualisation du prélèvement multi-organes et une formation correcte des acteurs pour le prélèvement multi-organes, pour diminuer le nombre de lésions iatrogènes, diminuer le nombre de situations où les équipes, pour des raisons logistiques, ne sont pas en capacité de faire. Cette école n'est toujours pas financée. On a formé plus de 500 élèves. Elle est universellement reconnue. Elle ne tient que par la qualité de relations que j'ai avec les laboratoires sur lesquels on tape en permanence. Elle n'a aucun financement institutionnel. Et on est en train de couper l'herbe sous les pieds en interdisant la formation, le financement par les laboratoires. Donc là, on est en train de crever. Et donc, on est en train de perdre tout ce qu'on sait. On est en train de reculer. Alors, moi, je veux bien qu'on force les donneurs vivants, mais je dirais non, commençons par avancer. Là, on doit avancer. Et la question, elle est clairement politique. Benoît. Je souhaite faire un commentaire et poser une question. Dans ta communication, tu as répété l'importance de la non-patrimonialité des reins. Aujourd'hui, on sait par l'OMS que 10% des reins de donneurs vivants sont des reins achetés. Donc plusieurs milliers de reins sont achetés. La question est la suivante. Que proposes-tu quand tu vois un malade venir vers toi avec un rein manifestement acheté, ou en tout cas dont le receveur peut démontrer son origine? Que proposes-tu? Alors, cette question est extrêmement difficile. J'ai eu le temps de la croiser avant d'arrêter de m'occuper des patients greffés. Et puis, je dirais que l'Agence de la biomédecine nous a donné un cadre qui nous a tiré une belle épine du pied. La décision qui a été prise par notre institution a été de dire vous pouvez nous les signaler parce qu'on va faire un registre, mais vous devez les soigner. Parce qu'en fait, le problème, c'est que à l'échelle de l'individu médecin en France, on n'a pas grand-chose à proposer que de s'occuper de cette personne et d'essayer de contribuer à ce que, au minimum, les patients français ne partent pas à l'étranger acheter des reins. Et donc, c'est pour ça aussi que nous avons, et c'était ce qu'il y avait en filigrane de ma présentation, que nous avons à nous mobiliser pour offrir le maximum de l'accès à ce soin au maximum de personnes pour essayer de travailler. Mais à vrai dire, une fois que la personne est partie et a acheté son rein, le plus souvent dans des conditions qui sont des conditions mafieuses, je ne vois pas ce que je pourrais proposer moi en tant que médecin d'autre que de m'occuper de lui. David Laplace. Merci, Président. Madame, merci pour votre présentation. De l'autre côté. Il y a eu, voici quelques mois, une campagne grand public sur les chaînes de télévision en faveur du don d'organes. Il est vrai, sans spécification d'organes. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'impact d'une telle campagne? L'évaluation, elle viendra, elle sera indirecte, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer autrement que factuellement, c'est-à-dire par le constat et le suivi du nombre d'inscriptions au registre national des refus. La dernière fois qu'il y a eu une intervention un peu malheureuse, je dirais, à l'occasion d'ailleurs de la révision de la loi de santé de 2016, qui s'est mêlée de faire intervenir une modification concernant la bioéthique et en particulier les dispositions vis-à-vis des témoignages des proches d'un potentiel donneur décédé qui traduirait l'expression du refus de son vivant. On a eu une augmentation considérable du nombre d'inscriptions au registre national des refus, qui a été très transitoire. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres moyens aujourd'hui que de regarder le nombre d'inscriptions au registre national des refus, parce que regarder l'effet sur le nombre de dons, c'est trop multifactoriel pour pouvoir l'attribuer à une campagne d'information, il me semble, premièrement. Et deuxièmement,
faire une enquête qualitative, etc., on tombe dans un déclaratif qui est encore plus compliqué à interpréter. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Scotti. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le nombre est passé de 100 000 à 300 000. Vous trouvez que c'est beaucoup? Il faudrait qu'il y en ait 3 millions. Ensuite, Benoît, tu as dit que la décision est politique. C'est vrai, à l'intérieur de l'hôpital. Mais la décision politique a été prise. On est tous donneurs, sauf opposition écrite. Parce qu'on est tous receveurs. Or, lorsqu'on fait une enquête, il y a 15% de gens qui refusent. Et en réel, il y a 35%. 30% sur le nombre de recensés et un peu plus sur le nombre de prélevables. Ça fait 20%. 20%, ça représente 2000 greffons potentiels. 1% représente environ 100 greffons. Donc la solution est toute simple. Bien sûr, on peut essayer de développer le don du vivant. On est passé de 611 à 541, on peut passer à 1000. Mais je ne comprends pas, on est tous donneurs, on est tous receveurs. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Par solidarité, par fraternité, on est tous donneurs. Par liberté, on peut s'inscrire librement, anonymement, et je dirais égoïstement, dans le registre du refus. Mais on peut recevoir par égalité, c'est-à-dire que même si on est contre, même si on n'est pas donneur, si on s'inscrit dans le registre du refus, on peut recevoir, c'est magnifique. Donc, on doit, comme l'a fait la loi, on est tous donneurs, on est tous receveurs, donc on doit être tous donneurs. Et comment expliquer qu'on ait 35% de refus? Parce qu'en fait, les coordinations ne sont pas assez formées, c'est très hétérogène, il y en a des très bonnes et il y en a des moins bonnes. On a des gens qui refusent de prélever alors que la famille était d'accord, on a des exemples, je peux vous passer les parents, on a des refus alors que l'individu était d'accord et les parents sont contre. Je ne comprends pas, voilà, c'est tout simple. Économiquement, ce serait aussi extraordinaire puisque un rein greffé fait économiser 60 000 € par an et que, c'est-à-dire pratiquement sur la durée des greffons, pratiquement 1 million d'euros. J'ai fait une lettre ouverte au président de la République en expliquant que si on diminuait le taux de refus d'un tiers et si on passait de 15 à 25% le don du vivant, on pouvait faire économiser, cumuler sur les 14 ans en moyenne de 8 de greffons plusieurs milliards d'euros. Voilà. Et je ne peux pas entendre aussi de dire qu'avec une dialyse, c'est mieux que vivre avec une dialyse. Ça pénalise l'individu, ça coûte très cher à la sécurité sociale, on ne voyage pas, on ne travaille pas, toute la famille est pénalisée. Donc la transplantation, c'est magnifique, mais c'est très facile, il suffit de respecter la volonté du défunt. Et la loi, si on ne s'est pas opposé, la loi est très claire. On est donneur, sauf si on s'est inscrit dans le registre du refus, où on a laissé un écrit à son vivant. Cependant, je peux faire valoir le refus pour effectuer le défunt de son vivant et dans ce cas témoigner et signer. Mais ce n'est pas respecté. On a un taux de refus qui représente aujourd'hui pratiquement sur les 30-35%, un tiers, la moitié qui proviennent des proches et du représentant légal qu'on appelle maintenant le contexte, et un tiers des familles qui disent que c'est le défunt verbalement, puisque dans le registre du refus, il n'y a même pas 1%. Et le refus écrit, ça représente aussi 1%, peut-être moins. Donc on a 90% qui proviennent d'un refus non écrit par le défunt. Voilà. Bien, merci. Madame Mamzer, c'est un hommage que ce déluge de questions à votre clarté et votre exposé. Monsieur le secrétaire adjoint. Ne partez pas. Non. Mais non, on a encore besoin de vous. Excusez-moi, j'ai encore une question en ma qualité de psychiatre et d'élève de Jean Burger. Bravo pour votre exposé très clair des aspects psychologiques et éthiques. C'était magnifique. Bravo d'avoir rappelé la formule de Jean Burger. Le don doit être volontaire, spontané, raisonnable, équilibré et sain. Pour le psychiatre que je suis devenu, c'est très clair, mais j'ai quand même une question. Qu'est devenue la spontanéité avec la discussion qu'on vient d'entendre autour des refus et comment justement prendre en compte cette dimension? Et puis, je voudrais 2 éclaircissements. Vous avez évoqué un concept qui me paraît extrêmement difficile à comprendre, qui est celui de la neutralité du don. Je pense que Marcel Mauss, le grand anthropologue français, doit se retourner dans sa tombe. Un don n'est jamais neutre. Et puis par ailleurs, Yvon Lebranchu a évoqué le suivi des donneurs, qui est très important. A-t-on des données sur le suivi et effectivement,
quels sont les incidents de parcours, les difficultés et les particularités du suivi psychologique de ces personnes très altruistes, mais éventuellement à qui s'imposent à partir du don des difficultés psychologiques imprévues. Voilà, excusez-moi de la longueur de ma question à cette heure. Je vais essayer de ne pas oublier. Alors, spontanéité, je pense que la spontanéité, c'est ce qui fait qu'à un moment, la personne va se dire « je vais donner ». Et ensuite, notre travail, c'est de nous assurer, pour justement minimiser les risques psychologiques, de nous assurer que derrière cette spontanéité, il n'y a pas une fragilité, un côté hyper émotionnel, qui fait que la décision semble aller de soi, mais qu'en réalité, en aidant la personne à mieux comprendre de quoi il s'agit, eh bien, elle va réussir à réenvisager la question sous un angle différent. Ce n'est pas pour autant qu'elle ne le fera pas, mais elle aura eu la possibilité de réfléchir. Spontanéité. Pour la neutralité du neutralité, je me suis mal exprimée, je voulais dire neutralité financière. Il est évident qu'un don n'est pas neutre. Après, je fais partie des personnes qui pensent que le modèle du don gaussien ne s'applique pas nécessairement à la greffe d'organes, mais c'est un autre sujet et on n'a pas le temps d'en débattre. Et puis et le dernier, c'est y a-t-il des données sur le suivi des donneurs? Alors il y a beaucoup de données des données de recherche sur le suivi psychologique. En France, il n'y a pas de suivi psychologique systématique de tous les donneurs. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'a pas forcément besoin de tout psychologiser non plus. Et qu'une personne qui vient pour donner son rein à son proche n'a pas vocation à devenir un patient d'un psychiatre, quel que soit le respect que j'ai pour les psychiatres. Merci beaucoup.